Tu m'expliquais tout à l'heure que tu as préféré faire le choix du bandeau. Tu peux m'expliquer le choix du bandeau? Alors oui, j'ai donc du coup quand j'ai perdu mon œil, on m'a proposé de mettre une prothèse oculaire et j'avais pas forcément envie, ça me dérangeait, j'étais pas trop pour. Je l'ai fait quand même pour faire plaisir à ma famille parce que ils disaient mais quand même c'est mieux quand on te voit avec deux yeux, ce sera mieux quoi. Et donc je l'ai fait pour eux. Sauf que je me sentais vraiment mal avec. C'était gênant pour moi d'avoir un regard faux, de faire semblant d'avoir deux yeux alors que c'est pas vrai quoi. Donc y avait ça et puis le fait que ça sécrétait souvent et ça évacuait pas. Du coup c'était gênant, il fallait régulièrement nettoyer l'œil, nettoyer tout le temps quoi. Et c'était trop gênant, c'était invivable. Du coup j'ai pris la décision de mettre un cache-œil quoi. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec. Ça donne un petit style et puis ça me rend vrai quoi, je pense. C'est pour cette raison-là. Exactement, je comprends pas bien. Qu'est-ce qui rend faux cette histoire de prothèse? Pourquoi? Bah, que ce qui me dérangeait plus concrètement, c'était en discutant avec les gens, ils me regardaient ou dans un œil ou dans l'autre. Et quand ils me regardaient dans l'autre œil, je ressentais pas leur regard et ça me dérangeait. Donc du coup, j'ai préféré le cacher pour que les gens me regardent dans l'œil valide, que je puisse les ressentir quoi. C'était dans cet esprit-là quoi. Il existe quoi comme choix en fait? Il n'y a que des cache-œils de déguisement, donc qui sont vraiment pas pratiques au quotidien quoi. C'est pas créé pour. Il y a des cache-œils créés pour aussi, mais ils sont énormes et c'est pas, je trouve pas que ça me plaît pas. Du coup là, c'est un bout de carton d'emballage de yaourt que je découpe, je dessine dessus, c'est un lacet et puis hop, ça fait un cache-œil. Système D quoi. C'est comme ça. Ah d'accord, donc tu te les fabriques toi-même? Ah régulièrement je les change quoi. Je change tous les 2-3 jours, j'en fais un nouveau et ça fait partie du jeu quoi. C'était en 21 septembre 2012, donc c'était avant un match de football contre Saint-Étienne à Montpellier, au stade de la Mosson. Et on faisait l'apéro avec les collègues vers les baraques à frites qui nous avaient prêté des chaises, des tables pour s'asseoir, quoi, pour se caler. Donc on faisait l'apéro là, les supporters stéphanois étaient rentrés dans le stade, on buvait les derniers verres avant de rentrer. Et là, j'aperçois quelqu'un arriver un peu vers le groupe en courant, quelqu'un que je connais qui fait partie des supporters, et qui se faisait courser du coup par des personnes. Donc on pouvait de suite deviner que c'était des policiers vu que les Stéphanois étaient rentrés et qu'il n'y avait pas de problème de cet ordre-là quoi. Donc la personne est venue se réfugier au milieu des supporters pour se protéger parce qu'elle se faisait matraquer du coup sur la route quoi. Donc les supporters se sont interposés, ont défendu du coup la personne et de ce fait il y a eu des petites bousculades en fait. Parce que voilà, un groupe de personnes qui arrivent en tapant quelqu'un dans un autre groupe, forcément ça crée une tension quoi. Donc une petite bousculade, en même pas, je sais pas, 20 secondes, les policiers reculent. Et donc il y a un espace qui se crée entre les policiers et les supporters. Les supporters crient mais calmez-vous, faites attention, il y a des enfants, mais calmez-vous, vous êtes fous, en parlant aux policiers. Moi j'étais encore assis à ce moment-là, je me suis dit moi c'est une petite embrouille, je vais pas me mettre dedans quoi. Il n'y a rien y a rien. Et puis là, d'un coup, j'entends un tir de flashball, enfin, j'entends une détonation, plus précisément. Du coup, je me dis que, bon, ben là, ça chauffe. Je vais pour me lever, que j'étais assis en train de discuter. Je vais pour me lever, et puis, je regarde, je vois un policier, je vois le flashball. Et le temps que je me lève, j'ai pris le tir. Donc là, je suis tombé dans les vapes. Dans les vapes. J'étais ailleurs, avec des pensées. Je sais pas si c'est la mort ou ce que c'est. J'étais très loin. Et j'avais eu quelques petits moments de lucidité où je revenais à mes esprits, où j'entendais des oh, ils ont tué Casti, ils ont tué Casti, ils ont tué Casti. J'entendais
un de mes meilleurs amis dire mais Castille, reviens avec nous, reviens avec nous, reviens avec nous. Et moi je me rappelle lui dire mais non, ça y est, je m'en vais, c'est fini, ça y est, c'est fini. Pour moi c'était fini. Et du coup 2-3 petits moments de lucidité comme ça. Après je me retrouve dans l'ambulance qui m'amène à l'hôpital. Là, des mini moments de lucidité, mais j'étais encore très très loin. C'était vraiment étrange. Et du coup, je me suis fait opérer dans la nuit. Je me réveille le lendemain matin. Je vois la famille devant moi, des amis. Et là, espanté d'être en vie, quoi. Je me suis dit, mais en fait, je suis pas mort. Je suis encore là. Et je savais bien qu'il y avait un problème. Là, je ressentais qu'il y avait quelque chose qui était mort quand même en moi. Et le temps de prendre conscience qu'en fait, ben voilà, j'ai perdu un œil. Mais j'ai perdu un œil. Les gens étaient malheureux pour moi, mais au fond de moi, je disais, mais je suis en vie quand même, quoi. Et c'était, pour moi, dans mon esprit, c'était fou, parce que j'avais vraiment l'impression de ne plus être, quoi, d'être parti, quoi. D'être parti. Et c'est comme ça que ça s'est passé, quoi. Donc toi, tu étais assis et tu te faisais juste que te lever, c'est ça? Mais je préparais l'action de me lever. Et c'est après les gens autour de moi. Moi, je croyais que je venais de me lever. Mais en fait, j'avais juste préparé l'action mentalement et je l'avais pas encore fait. Et mes amis qui étaient autour m'ont dit non, mais tu étais encore assis au moment, quoi. Et j'étais vraiment, du coup, je devais être dans le mouvement. Et poum. Donc assis à une table de café avant ou après un match de foot? Avant, juste avant, mais ça doit être un quart d'heure. Non, c'était quand même une demi-heure avant le début du match, quoi. Donc tu peux nous raconter, en gros, tu es assis à un café, il y a la BAC qui arrive et qui te tire dessus, c'est ça? Voilà, en gros, c'est ça, quoi. J'étais assis, il était à 5-6 mètres de moi. Entre lui et moi, il y avait une petite fille de 5 ans. Elle, si elle le prend, bon, l'histoire est complètement différente, mais je préfère quand même que c'est moi qui l'ai pris, hein. Donc voilà, c'était vraiment disproportionné, il y avait vraiment concrètement aucune raison de tirer. Ils ont plaidé la légitime défense, mais involontaire, ce qui est complètement absurde, quoi. Dans le réquisitoire du procureur qui demande un non-lieu au juge, il déclare la légitime défense involontaire, ce qui est complètement incohérent. Et du coup, c'est un travail d'avocat de relever cette incohérence, parce que sinon, ils le font passer comme ça, quoi. C'est complètement fou. Mais ils étaient combien à peu près à débarquer comme ça de la BAC, en fait? Et une équipe entière, 5. Et en fait, le premier agent de la BAC qui a couru derrière la personne, parce qu'en fait, la personne avait un fumigène. Et elle avait un fumigène, elle le cachait, elle le mettait dans sa poche, quoi. Et du coup, ils ont dit, ah, c'est un hooligan, il faut l'attraper. Et dans cet esprit-là, il y a un des agents de la BAC qui a couru derrière cette personne-là, parce que la personne s'est dit, ah, je me sens pas très bien, là, je sais pas bien, quoi, c'est pas bon pour moi. Et vu qu'elle est venue, la petite fille, en fait, c'était la fille de cette personne-là. La personne était venue avec sa femme et sa fille, quoi, elle était vraiment, je vois, bonne ambiance, quoi. Et en fait, cette personne courait aussi pour, si elle devait se faire interpeller, le faire devant sa famille, qu'ils sachent ce qui s'est passé, quoi, où est-ce qu'il est. Et donc le premier flic? Ouais, le premier flic, voilà. Il a couru derrière cette personne-là, et les autres agents ont suivi leurs collègues, et non la personne en elle-même. Et le chef de l'équipe de la BAC a dit que c'était une erreur du premier agent de courir derrière ce mec-là. Donc là, il y avait une erreur à ce moment-là, une faute, qui a entraîné ensuite ça. Donc, et c'est le chef de l'équipe de BAC qui dit ça, quoi. Il dit, nous, on a couru pour soutenir notre collègue parce qu'il s'embarquait dans une histoire mauvaise, quoi. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et du coup, ils sont venus, puis après, voilà, ils sont arrivés devant tout le monde. Vu qu'il y a eu du mouvement et que dans leur esprit, ben, on est tous hyper violents et comme ça, ils ont eu peur, ils ont perdu leurs moyens et il n'y en a qu'à tirer, quoi. Donc le travail d'avocat a dit qu'il y a eu un seul tir de flashball, que j'ai été blessé par un tir de flashball direct. Il n'y a que cette personne qui m'a tiré. Et on dit, mais du coup, vous niez, parce que la personne nie encore qu'elle m'a crevé l'œil, quoi. Alors qu'il y a eu un tir, c'est lui qui a tiré, il y a eu un blessé direct, et la personne dit non. Et quand on lui pose cette question-là, elle dit je sais pas, je ne suis pas capable d'expliquer, je comprends pas, je sais pas. Donc la personne nie encore, mais bon, elle pourra pas tenir ce mensonge longtemps. Alors je me suis fait opérer le soir même pour nettoyer un petit peu, parce que c'est un œil qui explose, donc tout l'intérieur qui explose, du sang partout, enfin pour tout nettoyer. Et
Et donc j'avais plus que le globe oculaire, mais vide à l'intérieur de mon œil. Enfin, à l'intérieur, quoi. Et donc on m'a proposé une deuxième opération s'appelle une éviscération. Et donc ils m'ont tout sorti, quoi. Ils m'ont tout sorti et j'ai plus qu'un muscle derrière et une cavité vide du coup à la place de l'œil, quoi. Donc, médicalement c'est ça. Avec aussi j'ai eu 2 fractures là. Et après je ne sais pas tout savoir exactement parce que mon dossier médical a disparu. Donc je ne peux même pas savoir exactement ce qui s'est passé, quoi. Ce qui m'est arrivé. Ce que j'ai. Tu peux nous expliquer cette partie, qu'est-ce que ça veut dire en ton dossier disparu? Ce que ça veut dire, je sais pas, c'est qu'il y avait un dossier médical et qu'il y a des gens qui sont venus et qui, quand ils sont repartis, il n'y avait plus de dossier médical, quoi. Donc voilà, il a disparu, on est au tribunal depuis 2 ans, on essaie de retracer ce dossier médical, de le retrouver, de le refaire sortir. Mais voilà, les juges disent que c'est pas nécessaire à l'élucidation de la vérité, donc qu'ils ne feront pas le travail nécessaire pour trouver ce dossier, quoi. Et quand je vais à l'hôpital pour le récupérer, ils me disent ben non, vu qu'il y a une affaire en cours, c'est au juge de le demander, le juge me dit non, donc je me retrouve sans dossier médical. Donc je fais des appels, cours d'appel, il y a un travail avec l'avocat qui se fait pour arriver à le sortir, mais c'est pas gagné, quoi. Est-ce que tu penses que c'est une stratégie pour justement faire en sorte que le procès mette du temps Je sais pas, ça peut l'être, je sais pas ce qu'ils pensent exactement, je pourrais pas les juger, mais en tout cas c'est sûr que c'est dans l'objectif de m'embêter, quoi, de m'empêcher de faire éclater la vérité, de sortir, de savoir, pour mettre des bâtons dans les roues, quoi. C'était quand même dans un esprit mauvais, quoi, pour me nuire. Donc, ça c'est sûr. Après, pourquoi exactement? Est-ce que c'est... Enfin, je sais pas, je peux pas savoir. Est-ce que tu te rappelles du moment où tu as croisé le policier? Est-ce que tu l'as vu? Il avait le visage caché, il était masqué? À quel moment? Sur le moment? Le moment du tir. Ah non, il était... je me rappelle pas son visage exactement, parce que j'avais vraiment les yeux à l'époque rivés sur le flashball, je sentais peut-être le truc arriver. Donc non, il était habillé en flic, avec le visage découvert, quoi. Un agent de la BAC, quoi. Un agent de la BAC. Du coup, non, il était pas caché, mais je n'ai pas le souvenir de son visage. Mais on a un rendez-vous face à face dans quelques temps, donc je le verrai. Ce serait la première fois où tu découvriras son visage? En fait, je l'ai déjà vu, mais je ne sais pas... Parce que j'ai déjà vu les équipes de la BAC et les collègues qui me disent bah, il est dedans, il est dedans, il est dedans. Et moi, je ne sais pas lequel c'est, et puis j'ai pas forcément envie de le savoir à certains moments. Je sais pas vraiment pourquoi. Je préfère attendre, voilà, donc on se voit sérieusement, calmement, en face. Voilà. Et le tribunal, après de multiples appels, on a réussi à pouvoir se voir devant la vidéo, donc la regarder ensemble et puis en discuter, quoi, savoir essayer d'élucider la vérité, hein. La première juge qui était en charge de l'affaire, elle nous a donné un accord de principe en disant que bien sûr on pourrait voir la vidéo, quoi, ce qui est logique. Sauf que un autre juge est venu entre-temps et a dit non, on ne peut pas voir la vidéo. Donc ils ont inventé, je pense, plusieurs excuses en disant que le CD était inexploitable, que la vidéo n'était pas lisible. Donc avec l'avocat on a fait des démarches. Ils ont été voir à l'informaticien de la police des polices. Ils disaient ah non, on ne sait pas comment faire, on ne peut pas la lire. Ouais, c'était juste un logiciel, quoi. Il fallait mettre le bon logiciel pour regarder la vidéo, quoi. Du coup, c'était juste des formalités pour dire non, on ne sort pas la vidéo. Mais de travail en appel, on a réussi à avoir le droit de la visionner au bout de 2 ans, quoi. Ce qui est, je trouve, un peu absurde, mais bon, vaut mieux tard que jamais, quoi. Du coup, voilà, on a pu avoir cette vidéo et la cour d'appel a été compréhensive, vraiment. Et elle a dit, mais oui, mais c'est inadmissible que le juge vous refuse ça, de voir la vidéo, c'est inadmissible. Donc moi, je suis pour le fait que vous voyez cette vidéo-là, et je suis même pour le fait que vous la voyez ensemble. Donc un petit peu une confrontation en même temps. Et elle était dans ce sens-là, la cour d'appel, quoi. Ce qui m'a fait énormément de bien d'entendre ça, de me dire qu'il y a quand même quelques personnes dans le corps juridique qui font leur travail.
Et du coup, là, on attend ça avec impatience. Maintenant, ça devrait arriver. A priori, tu crois qu'on voit quoi sur la vidéo? Tu me disais... En fait, on a eu un retranscriptif écrit de cette vidéo-là, ce qui faisait qu'on savait qu'elle pouvait être lisible, ce qui a fait que toutes les démarches, on savait qu'elle était lisible, parce que quelques jours après, un OPJ a vu cette vidéo-là et a fait un retranscriptif écrit, quoi. Où il dit clairement que... Enfin, où on voit apparemment, d'après le retranscriptif, que les policiers qui interpellent la première personne, et qu'après ils courent. Après, tout est caché par des arbres. Après, on me voit me faire évacuer. Et il y a marqué en gras, et c'est horodaté, 20 minutes après, début des échauffourées avec des individus cagoulés qui jettent des fumigènes et tout ça, tout ça. Et donc, sur le retranscriptif écrit, c'était horodaté et 20 minutes après le fait que je sois blessé, quoi. Et là, par exemple, la police des polices m'a posé à moi-même une question en se référant à ce retranscriptif écrit. On voit sur une vidéo que des individus cagoulés jettent des fumigènes sur les policiers. Qu'avez-vous à dire sur ce sujet-là? Donc moi, j'étais déjà évacué à ce moment-là. Donc elle me pose une question sur quelque chose dont j'étais déjà plus là, j'étais à l'hôpital. Ce qui pour moi est malsain, quoi. Et malsain, et du coup le travail de la police des polices a été aussi mal fait. Les auditions étaient orientées que que les individus cagoulés. Ils voulaient trouver des individus cagoulés qui jettent des fumigènes pour justifier le tir, quoi, essayer d'inverser la chronologie en disant que c'est d'abord des violences des fumigènes qui ont amené le tir de flashball et ma blessure, alors que c'est clairement le contraire, quoi. Oui, c'est pas... Après, bon, oui, j'étais quand même des fumigènes sur les policiers, mais c'était en réaction à une blessure grave, quoi. C'est par solidarité qu'ils se sont dit, mais non, mais comment vous pouvez faire ça? Et pour moi, je vois plus les supporters, du coup, dans un état de légitime défense à ce moment-là, quoi. Mais bon, c'est moi qui vois ça, quoi. Non, clair, non, mais dans tous les cas, c'est pas clair. Puisqu'ils mentent, ça ne peut être clair. Non, eux, ce qu'ils disent, c'est que ils ont tiré sur les assaillants. C'est juste ça qu'ils disent, quoi. Donc, que j'étais assis, donc je peux pas être un assaillant, c'est absurde, mais bon, c'est ce qu'ils disent. Par rapport à ce problème de médias, et j'imagine que c'est ce qui... Enfin, toi, ton histoire, ils l'ont relaté comment? Qu'est-ce qui a été écrit dans les journaux? Ils ont dit qu'il y avait des violences entre supporters montpelliérains et stéphanois, que les policiers sont intervenus pour arrêter ça, pour protéger le peuple, et que du coup, je suis été victime blessé dans ce cadre-là, que j'étais en train de me battre avec des stéphanois et que la police m'a tiré dessus. C'était leur première version. Après, bon, du coup, on a su les casser petit à petit, et puis ils continuent à mentir, à trouver ici, mais ils ont quand même été violents, ils ont quand même été violents, ils ont quand même été violents. Or, non. Et du coup, les médias, que des trucs comme ça. Je me rappelle que ma mère m'interdisait de lire les journaux, parce que du coup, ça a sorti quand même dans Montpellier pas mal, quoi. M'interdisait de lire les journaux, surtout les commentaires des journaux où voilà, des gens disent il a mérité, voilà, un de moins au stade, des choses haineuses qui étaient. Enfin, je les ai lues après, c'était horrible. Tout ça aussi a fait que c'était vraiment difficile, quoi. Non seulement c'était dur de se faire éborgner pour rien, et après derrière la justice qui essaie de cacher tout, les médias qui inventent des histoires et qui ne respectent pas ma vie, quoi, tout simplement. Et ça a été assez dur, ça. Et du coup, est-ce qu'il y a un journaliste qui est venu te parler pour vraiment savoir ton histoire? Est-ce qu'il y a eu une enquête journalistique Il y en a eu une qui a été faite par Mediapart. Louis Fessard, je cite aussi et que je remercie vraiment pour son travail. C'est la seule personne qui est venue, qui a fait vraiment une investigation, qui est venue discuter avec moi, qui est venue discuter avec mon avocat, qui a été aussi discuter avec l'autre partie pour essayer de faire un article le plus juste possible. Et je le trouvais très très bien écrit. Après, on a réussi avec mon avocat à trouver un journaliste de Midi Libre, de prendre le temps de lui expliquer tout avec les preuves, les papiers. On a pris ce temps-là pour arriver à sortir un article, pas en notre faveur, mais juste, tout simplement juste. Et on a réussi à faire ça, au bout d'un an et demi quand même. Et c'était le premier article dans le Midi Libre qui était pas en ma faveur, parce que c'est pas réel, tu vois. C'est juste quoi. Juste objectif, quoi. Du coup, tu te rappelles des titres des premiers articles
Non, et je les ai par contre tous chez moi, on les a fait tous imprimés, donc j'ai tous les articles, enfin peut-être pas tous, mais genre énormément d'articles qui disent des choses horribles, quoi. Je les ai pas relus, je sais où ils sont, et j'ai pas envie de me remettre là-dedans, parce que c'est me polluer l'esprit, et j'ai pas besoin de ça, quoi. Encore des heurts entre les supporters, et la police est intervenue, et bon, un blessé quand même, parmi les supporters, et que des histoires absurdes où j'ai mérité ça, où j'étais violent et que j'ai été puni. Que de mensonges, quoi. Tes parents, quand ils ont appris pour l'œil, comment ça s'est passé pour eux? Ben, mon père, c'était difficile parce qu'on se parlait plus trop. Du coup, ça a créé le fait qu'on s'est un petit peu reparlé, quoi. Mais ma mère, elle a été extrêmement choquée, ma petite sœur, ma grand-mère, ma famille. C'était extrêmement choquée, difficile. Moi, pendant des mois et des mois, j'étais mal dans ma peau, mal, énervé tout le temps, tendu, haineux, quoi. Et ça faisait des dégâts autour de moi et ça les a énormément blessés, quoi. Énormément blessés. J'étais tellement mal que j'en suis devenu méchant avec mon entourage, avec les gens que j'aimais. J'ai perdu ma copine comme ça. Ça a fait beaucoup de dégâts humainement, quoi, autour de moi. Ma mère est encore choquée. Elle voulait pas que je retourne au stade. Moi, j'y suis retourné du coup 3 mois après, mais c'était compliqué pour elle, quoi. On est en tant que supporter catégorisé comme violent à cause de heurts qu'il y a déjà eu, voilà, des rivalités entre supporters, des bagarres, il y en a eu. Du coup, dans l'imaginaire populaire, quoi, on est que tous les supporters du coup sont ultra violents, quoi. Et ce qui est faux, quoi. Certains le sont, c'est vrai, et d'autres non. Et du coup, voilà, ils mettent tout le monde dans le même sac et se disent que si on arrive face à des supporters, ils sont tous violents, donc il faut faire gaffe et se protéger. Et donc la manière de se protéger, c'est d'attaquer pour eux. Donc voilà, donc ils pensent qu'on est tous extrêmement violents. Mais bon. Donc, ce qu'on aime, c'est chanter dans les stades, quoi. Un ultra, pour moi, c'est une personne qui a une passion, qui aime supporter. C'est un état d'esprit, c'est un groupe entier. On est ultra, quoi. On est tous ensemble et on chante à l'unisson. Et ce truc-là, c'est indescriptible, c'est un bonheur. Et pour moi, c'est ça, c'est être capable d'être ensemble, de savoir ce que c'est être ensemble. Et ensemble pour une cause commune, et le faire avec le cœur, avec les tripes, chanter avec amour pour un club. C'est ça pour moi un ultra. Un ultra, c'est un supporter qui est prêt à traverser la France et l'Europe pour aller voir 10 pélos en train de jouer au foot, quoi. Et c'est pas que ça, c'est tout ce qu'on vit, le déplacement en lui-même. On est tous là, par exemple, dans un bus. Qu'est-ce qui se passe dans ce bus? On discute, on vit. Et puis on arrive là-bas, on est tous ensemble, on est contents, on va voir notre match de foot, on est entre copains, on va chanter, on va s'amuser. Et c'est ça, c'est la fête. Pour moi, un ultra, c'est quelqu'un qui aime faire la fête dans un stade, quoi. Pour moi, c'est comme ça que je vois le mouvement ultra, quoi. C'est ça qui m'a fait venir. Du coup, il y a une histoire dans le football de choses qui sont extrêmement mal passées. C'est quoi les stades en France les plus tendus? Est-ce que tu t'es renseigné? Je me suis renseigné. Les stades les plus tendus, non, mais... il y a eu plein de violences, il y a eu des problèmes, à Paris notamment, hein, avec Auteuil et Boulogne, mais c'était des problèmes beaucoup plus politiques que footballistiques, quoi. Et donc il y a eu des décès à Paris, quoi, des gens qui sont morts dans le cadre d'un match de foot, mais pour des raisons politiques. Ce qui a entraîné derrière ça une répression, quoi. Une répression qui sans limite. Du coup, en disant que voilà, ils sont violents, c'est allé jusqu'à en tuer un. Du coup, il faut éradiquer ce mouvement pour éradiquer la violence. Et la solution qu'ils ont trouvée, il y a un problème de violence avec des supporters. Du coup, on va amener une violence armée pour résoudre ce problème-là. Dans leur logique, c'est ce qui se passe concrètement et ça n'a pas les effets escomptés, hein. Quand tu dis qu'à Auteuil, là, le problème il était politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tribune d'Auteuil était anti-fac, la tribune de Boulogne était FAF, et que du coup, c'est des différents politiques. Après, ils ont réglé leur compte et ça a mal terminé. C'est comme ça, c'est de là qu'est parti le plan Le Prou et toute la répression, quoi. À cause de la politique. Et du coup, c'était quand, Auteuil?
Je crois que c'était 2010, j'ai envie de dire, mais je sais plus la date exacte, mais 2010. Je connais pas l'histoire précisément de Paris, quoi, donc je vais pas dire de bêtises, mais c'est en tout cas c'est en 2010 que la répression a vraiment commencé, quoi. Et donc du coup, depuis ce problème politique, c'est-à-dire fasciste, antifasciste, ils ont agi sur tout le territoire parce qu'a priori il n'y avait pas de problème à Montpellier. Non, vraiment pas de problème de cet ordre-là, quoi. Nous on est antifa, disons. Alors là on est populaire, quoi. Et du coup ils ont pris le cas Paris et je sais pas, ce prétexte peut-être pour après éradiquer du coup les supporters de toutes les tribunes en catégorisant tous de violents et de nuisants, de mauvais. Du coup qu'il fallait tous les supprimer d'une manière ou d'une autre. Et c'est le plan qu'ils sont en train de faire, ils essayent de nous supprimer. Ils nous tirent dessus, il y a des interdictions de stade abusives, des interdictions de déplacement, des libertés fondamentales qui ne sont plus respectées. Et voilà, c'est leur manière de nous virer des stades, quoi. Ils s'y prennent de cette manière-là. Et voilà, nous on est ultra, on aime le football, on aime chanter, et puis l'histoire politique elle reste à la maison. Et quand on va au stade, eh ben, on n'est pas dans tout ça, quoi. On est juste supporters, on est entre collègues, on s'amuse et on passe du bon temps, quoi. C'est dans cet esprit-là, nous, enfin, mentalité Montpellier, payadenne, sudiste, c'est comme ça, je filme comme ça, quoi. Vu qu'on est potentiellement violent, ils se permettent de l'être déjà avec nous. Pour du potentiellement, quoi. Je sais pas, ça marche pas comme ça, normalement. Il y a des exemples, enfin, dans nos stades de foot, dans le mouvement ultra, quoi. Des gens qui, pour un fumigène, pour un taux d'alcool un peu trop élevé en rentrant dans un stade, se retrouvent avec une interdiction administrative de stade, c'est-à-dire donnée par un préfet, sans passage devant le tribunal, où la personne va devoir pointer tous les week-ends au commissariat pour prouver qu'elle n'est pas au stade. Et donc ça, c'est liberticide, ils n'ont pas le droit de faire ça, et puis si la personne ne va pas pointer, elle risque une peine de prison, et ils nous bloquent comme ça. Et ils n'ont pas le droit, et on dénonce tout ça, la CNIL l'a aussi remarqué, et a dénoncé des mesures prises par les instances sportives et publiques qui sont liberticides et qu'il faut changer, quoi, qu'il faut changer. Mais jusqu'à maintenant, on était traités comme des animaux qui ne savaient que se défoncer et se battre. Et je sais pas, c'est cette image-là qui est ressortie des médias. Donc il y a quoi? Il doit y avoir 3 bagarres réelles par an, à peu près. Et dès qu'ils arrivent à avoir des images, les médias, avoir des images, avoir des histoires, des choses à dire dessus, ben, ils s'empressent de dire « Ah, regardez, les supporters ont encore été violents ». Sauf qu'à côté de ça, il y a un travail, il y a une logique d'amour du club qui n'est pas du tout relevée, quoi, dans les médias, quoi. Des seuls vrais... Enfin non, il y a Paris-Marseille, voilà, Lyon-Saint-Etienne, ce sont des rivalités géographiques ou... Non, pas Paris-Marseille, c'est autre chose. Ce sont des rivalités géographiques, voilà. Par exemple, nous, c'est Montpellier-Nîmes, vu qu'on est dans la même région, quel est le meilleur club de la région, mais c'est dans cet esprit-là, quoi. Donc oui, il y a certaines rivalités, mais bon, après, on sait être intelligent. Donc, voilà, par exemple, à La Réunion, il y avait les supporters nîmois. Certes, on n'a pas beaucoup rigolé avec eux, beaucoup discuté, mais voilà, on sait qu'on va pas non plus aller les taper, enfin, on n'est pas non plus comme ça, quoi. On sait faire la part des choses. C'est pour ça que nous avons créé la NS aussi, pour représenter, du coup, les groupes de supporters en général, pour être un interlocuteur crédible auprès des instances. Nous avons fait ce travail-là. Et nous avons du coup essayé de discuter avec les instances, de demander des rendez-vous pour donner notre point de vue, dire que utiliser la répression pour résoudre certains problèmes n'est pas une bonne solution, ça engendre toujours plus de violence. Et toujours plus, ça ne résout pas le problème de violence, ça l'augmente, quoi. Là, avant-hier, j'étais aux assises du supporterisme. C'est au Sénat, du coup, un rendez-vous où il devait y avoir le président de la FFF, le président de la LFP, le secrétaire d'État au sport, des députés, des sénateurs, pour discuter du coup de ce problème des supporters. Donc nous, on y a été au nom de la NS, avec un supporter de Paris, du coup, et un supporter de Nantes. Et voilà, on a dit ce qu'on avait à dire, nos points de vue, et par exemple, voilà, il n'y avait pas le président de la FFF et de la FP ne sont pas venus, ont refusé clairement le dialogue avec les supporters en disant que ça ne les intéressait pas. Thierry Braillard, secrétaire d'État au sport, est quand même venu en nous faisant un petit speech en disant oui, donc les autres ont eu peur, mes collègues, enfin
les présidents des instances sportives ont eu peur de discuter avec les supporters. Moi non, j'ai pas l'impression d'avoir devant moi une bande de sauvages, donc un peu un coup de violent quoi. Et donc je suis ouvert au dialogue, il n'y a pas de souci, il faut discuter. Donc il fait son petit monologue, aucune question, on ne peut lui poser aucune question, et il s'en va. Vous voulez qu'on s'unisse pour discuter avec vous, on fait le travail, et vous refusez la discussion quoi. Donc c'était incohérent de leur part, c'est ce qui s'est passé là cette semaine, et on continue le travail quoi. Après sur ce qui est de l'armement, donc moi je pense, et à juste titre je pense, en ayant lu des articles, que les supporters sont le test de comment on peut gérer des foules. Et j'ai lu dans un article qui disait qu'ils allaient tester sur les supporters parisiens les drones dans un but de lutte contre le terrorisme, quoi. Donc c'était clairement, le lien était clairement fait. Ils testent sur nous, un groupe de personnes incontrôlables, des techniques de répression dans un objectif de l'utiliser dans des manifestations revendicatrices ou d'autres mouvements comme ça. Donc ils testent vraiment sur nous les armes, physiques et juridiques aussi, comme les interdictions administratives de stade. Sur comment ils peuvent punir des personnes sans preuve, quoi. Et ils testent sur nous les moyens pour après les utiliser dans d'autres contextes plus politiques. Ils testent toutes les armes sur nous, physiques et juridiques, vraiment. Médiatiques aussi. Hein. On voit qu'ils ont très bien réussi leur travail. Hein. Médiatiquement, ils nous ont tués, juridiquement, ils nous tuent, et physiquement, ils nous mutilent, quoi. Parce que c'est des groupes capables de s'organiser, quoi, de s'auto-organiser, de s'auto-gérer, et capables de revendiquer, de se présenter en tant que force. Et ça dérange clairement l'État, quoi. Donc ils essayent de nous tuer pour pas qu'on prenne de force, et qu'on a une force, pas révolutionnaire quand même, mais revendicatrice vraiment, quoi, qu'on exprime quand on n'est pas content. On sait l'exprimer au travers de messages de tifo qu'on appelle. C'est la liberté d'expression, il y a des messages revendicateurs où on demande par exemple la démission de Frédéric Thiriez, le président de la LFP. Et maintenant, dans un but répressif aussi, hein, ils interdisent ce genre de message, quoi. On ne peut plus clairement exprimer nos points de vue s'ils sont trop revendicateurs. Si on dit on n'est pas content pour ça, eh bien on se fait taper dessus, quoi. C'est des armes de peur, de mutilation, de dissuasion. Et ils tirent sur des gens, ne les tuent pas, mais les tuent à l'intérieur pour les calmer. Et j'ai lu, mais il y a 3 jours, je ne sais plus quelle politique c'est exactement, qui disait que la meilleure arme de l'État, c'était la peur du policier, quoi. Et c'était concret, quoi. La personne a dit ça. Et pour moi, ça s'appelle du terrorisme, la politique par la peur, quoi. C'est pas ça, normalement. C'est quand même le fait de tirer sur quelqu'un, d'appuyer sur la détente, quoi. Et c'est normal, ça devient normal. On peut tirer sur des gens, quoi, maintenant. Si tu es policier, tu peux tirer sur des supporters ou des manifestants sans avoir de problème, quoi. C'est normal. Ça devient banalisé. Et ça crée de la haine de l'autre côté. Et puis, je sais pas jusqu'où ça peut aller. Si jamais, de l'autre côté, on se dit, nous aussi, on s'arme, ça peut aller jusqu'où? Ça va vraiment finir en guerre. C'est vraiment... c'est pas dans... S'ils veulent protéger le peuple, c'est pas dans cette logique qu'il faudrait qu'ils travaillent, quoi. On voit à Béziers, là, à côté de chez nous, 5 policiers municipaux qui sont armés de pistolets, avec des pubs dans les rues en disant la police municipale, un nouvel ami. Donc c'est ça, avoir un pistolet en ami, c'est ça le monde de demain, c'est ça le monde qu'on construit, quoi. Du coup, la guerre, on parle souvent de la guerre, mais la guerre, on la situe souvent à l'étranger. En fait, est-ce que tu ne penses pas plutôt qu'on a affaire à, depuis très longtemps, une société de contrôle qui en fait parle d'une peur de l'étranger, mais que la guerre, elle est à l'intérieur, quoi. Elle est dedans, elle est dans la France. Ah ouais, moi j'ai clairement le ressentiment d'être en guerre, quoi. En guerre, et après je refuse la guerre physique parce que je ne pense pas que tuer soit un bon moyen, donc c'est une guerre beaucoup plus mentale, beaucoup plus politique, philosophique, j'en sais rien. Oui, c'est la guerre, c'est des pensées différentes, des gens qui pensent, qui voient les choses différemment. Et
Et l'État a le plein pouvoir de la pensée, quoi. Tout ce qui pense différemment que l'État mérite de se faire tirer dessus, mérite d'être puni, mérite ça. Donc c'est peut-être pas encore le mot guerre en France, tu vois, mais ça y arrive. Hein. Il y a une fracture qui se crée, et puis voilà, comment on va la gérer, comment ça va se passer, je sais pas. Hein. C'est compliqué. On voit que ça suffit pas, qu'il faudrait être plus et trouver une stratégie de défense, quoi, tout simplement. Là, on voit c'est toujours les mêmes qui sont entre guillemets victimes de cet état policier. Hein. C'est des zadistes qui protègent une terre. C'est hyper honorable. Et l'État en fait un ennemi, clairement, quoi. Vu qu'il en fait un ennemi, et du coup, on peut le dire aussi dans les médias, les zadistes sont des anarchistes, sont des ultra-violents, les ouvriers, les gens de quartier, et puis nous, ultras. Et c'est, pour moi, grosso modo, les tranches du peuple qui sont directement visées par cette répression, quoi. On se fait mutiler, parce que c'est le mot. On est victime de mensonges médiatiques, de mensonges juridiques. Donc c'est très difficile de garder une force, quoi, de garder de la force et de se dire non, je l'ai pas mérité, quoi. Ça sert à rien, autant que je parte. Les idées suicidaires, tous les éborgnés les ont eu. Tous les éborgnés les ont eu, on le sait, c'est ce qu'on vit, quoi. C'est ce qu'on a tous vécu. Après, voilà, le combat, c'est d'arriver à se dire à comprendre que non, on ne l'a pas mérité, quoi. Et voilà, je connais du coup plein d'autres blessés, et certains n'ont pas franchi ce cap encore. Et le vivent mal, même voilà, 5, 6, 7 ans après, sont toujours malheureux, et sont toujours malheureux, quoi. J'ai trouvé la force en moi. Il n'y a pas d'autre solution, il faut trouver la force en soi. Ce qui m'a beaucoup aidé, voilà, c'est quand même qui m'avait aidé à me relever vraiment. Un truc, c'était de voir que à cause de moi, ma famille était malheureuse. Donc il fallait que j'arrive à retrouver le bonheur pour que elle, ma mère, ma soeur, ma grand-mère, le retrouvent aussi. Est-ce que tu penses que le fait de porter un bandeau et pas un œil de verre, ça permet aussi d'assumer frontalement en fait la violence de l'acte parce que j'ai l'impression qu'avec l'œil de verre, en fait, les gens ils se rendent pas compte, alors que le bandeau c'est plus politique du coup, et j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se joue au niveau de l'apparence, quoi. Ah ouais, bah, carrément. Carrément, c'est le fait... voilà, c'est l'œil de verre, j'ai discuté avec des gens qui ont l'œil de verre et qui, après ce type de mutilation, et qui me disent, je sais pas comment tu fais pour faire comme ça. Mais j'assume, j'ai plus qu'un œil. C'est comme ça, je l'ai perdu à cause de l'État, à cause d'une répression. Et je vais pas me cacher, je vais pas le cacher. Je le dis haut et fort. L'État m'a mutilé gratuitement. Je suis borgne à cause de la police. Et je le suis, et ça se voit. Dans quasiment tous les stades de France, il y a un message ultra uni pour une vérité, justice pour Castille. Mais là, je me dis, je me bats pour quelque chose. Je me bats vraiment pour quelque chose, quoi. Quand ça s'est passé, de suite, mon groupe, la Butte Payade, que je remercie, a sorti des t-shirts juste pour Castille, des stickers avec un flashball barré, a organisé une manifestation pour engendrer de l'argent, pour pouvoir me payer un avocat. Cet avocat a porté plainte de suite et a fait un gros travail, parce qu'au début, j'étais pas du tout dans l'esprit de porter plainte encore, quoi. J'étais encore loin de ça, quoi. Et ils ont fait le travail, ils ont lancé les trucs pour moi. Et ça, je remercierai jamais assez, quoi. Et ils ont lancé la procédure, ils ont porté plainte pour moi. Et après, quand j'avais l'esprit plus tranquille, j'ai pu venir dans le game, quoi. Et je porte plainte contre un policier, quoi. Donc c'est vachement compliqué, sachant que la justice a tendance à protéger la police plus qu'autre chose, à justifier n'importe quel acte policier. Donc c'est ce qui met, je pense, aussi beaucoup de temps. Beaucoup de temps, parce qu'ils ne veulent pas qu'un policier soit condamné. Ça montrerait qu'il y a un problème, que la police agit mal parfois, et ça le concrétiserait. Et je pense que certaines personnes ne veulent pas, quoi. Et moi, je suis déter.